Région du Beaujolais, dans un bourg de 4000 habitants, Chazé-d'Azergues. C'est ici que vit Éric Boisserand, visiteur médical. Ce mardi 11 octobre 2005, il est environ 17h quand ce père de famille rentre chez lui. Il constate que la voiture de Marine, sa fille, est garée là. Une Opel Corsa est garée là. Et Marine est à la maison, puisque sa voiture est là. Je me gare juste à côté. Éric Boisserand est à 1000 lieues d'imaginer qu'un drame s'est produit à son domicile. La télévision tourne, je la vois pas spécialement sur le canapé en regardant la télévision. Bon, donc je m'inquiète pas spécialement. Je l'appelle. Il l'appelle à ce moment-là. Il appelle Marine, et elle ne répond pas. Mais en s'avançant un peu plus dans le salon, Éric Boisserand a une vision d'horreur. Et c'est là où j'ai vu juste derrière le canapé une mare de sang. Et je me suis approché, je l'ai vu allongé derrière le canapé. Marine, 20 ans, est étudiante. Elle gît sur le dos et semble avoir perdu une grande quantité de sang. Je me dis, on peut faire quelque chose, on peut la sauver. Accident, suicide ou cambriolage qui a mal tourné? Paniqué, Éric Boisserand tente de joindre les secours, mais le téléphone sans fil de la maison est introuvable. Je trouve pas le téléphone, je trouve pas la base du téléphone, donc je prends mon téléphone portable et j'appelle de mon portable. J'ai tout de suite appelé Jean-Pierre Micol, qui est un ami médecin. Viens vite, Marine est dans une mare de sang, viens vite, dépêche-toi, viens vite. Il est 17h02 quand le docteur Micol reçoit l'appel. Immédiatement, il prévient son associé, le docteur Estanov. Je vois mon associé, le docteur Micol, qui est sur le même palier que moi, qui part en courant, en dévalant l'escalier, et qui me crie « Viens avec moi chez les Boisserand, il se passe quelque chose de grave ». C'est la seule phrase que j'ai en tête. Et au ton de sa voix, je me suis dit « Il m'ordonne d'aller avec lui. Il se passe quelque chose de grave. Je ne sais pas quoi, mais j'y vais. » Le docteur Estanov quitte son cabinet juste après le docteur Micol. Il n'hésite pas une seule seconde, il faut dire qu'il est médecin des sapeurs-pompiers, c'est un urgentiste, il prend sa voiture, il fonce parce qu'évidemment il connaît, c'est un petit village et il sait très bien où se trouve la maison d'Éric Boisserand. Pour aller de mon bureau à la maison des Boisserand, je pense que j'ai dû mettre 2 à 3 minutes. Chez eux, j'ai garé ma voiture sur l'herbe. Et à ce moment-là, en sortant de ma voiture, je fais 3 pas et je vois Éric Boisserand et Jean-Pierre Micol qui sortent de la maison, complètement abattus tous les deux. Et Jean-Pierre me dit c'est fini, c'est Marine. Je hurle, je suis mal, j'ai envie de gerber, bref. Il est 17h08 quand le docteur Estanov pénètre à son tour dans le salon et découvre le cadavre. Au début, en rentrant dans la maison, j'ai rien vu. Je commence à voir du sang et le corps de Marine par terre. Enfin, c'était très sanglant et je m'approche d'elle et je dois lui prendre le pouls, je dois regarder si elle respire, puis je dis je la touche pas plus. Et la chose qui m'a frappé, c'est la plaie au niveau du cou, qui était franchement très nette. La jeune femme présente une large entaille au niveau de la trachée et de nombreuses autres blessures. Les plaies au poignet que j'ai vues et la plaie au niveau de la trachée évoquaient des coups de couteau. Donc ça veut dire quelque part il y a eu bagarre. Face aux constatations faites par ces deux médecins, la piste d'hypothèse du suicide est totalement exclue. Le docteur Estanov téléphone immédiatement à la gendarmerie la plus proche, la brigade de Anse. J'ai la gendarmerie de Anse à laquelle je me rappelle très bien avoir dit je suis le docteur Estanov, je suis sur Chazé-d'Azergues, il y a probablement eu un meurtre. Nous sommes sur une scène qui ressemble à un meurtre. Il est aux alentours de 17h30 quand les gendarmes arrivent chemin des Aubépines, là où le drame vient de se jouer. Les gendarmes, dès qu'ils sont arrivés,
ont interdit l'accès à l'intérieur de la maison. Moi, je me suis retrouvé dehors et j'ai plus le droit de rentrer. Hein. Les gendarmes gèlent la scène de crime et procèdent aux premières constatations. Et donc Marine, elle a été retrouvée derrière ce canapé sur le dos, entièrement habillée, avec des traces de coups portés par un objet tranchant. En examinant le reste de la pièce, les gendarmes ne découvrent aucune autre trace de sang. Marine a donc été agressée exactement à l'endroit où le corps a été retrouvé. Là, on a vraiment le sentiment qu'elle a été attrapée à un endroit, que le crime a eu lieu à cet endroit et que tout s'est passé très vite. Mais fait étrange, les enquêteurs ne trouvent aucun ADN, ni aucune empreinte digitale susceptible de les orienter vers un suspect. Il n'y a pas un cheveu, un poil, de la salive, encore moins du sperme. Sur la scène de crime, elle est vierge. La scène de crime est vierge. Cependant, juste à côté du corps de Marine, les gendarmes découvrent un indice qui va s'avérer déterminant pour l'enquête. Il y avait auprès, je crois, du corps de la victime, une trace de pas. Cette trace, elle est très nette. Le seul indice sur la scène de crime, le seul indice véritablement exploitable, c'est cette trace de pied. C'est tout ce qu'on a. Quant aux investigations menées dans le reste de la maison, elles n'apportent pas grand-chose. Si ce n'est la certitude que ce meurtre n'est pas l'œuvre d'un cambrioleur. Tout est en place, les meubles sont à leur place, rien n'a été recherché, rien n'a été fouillé. Il ne manquait rien, a priori. C'est pas un cambriolage qui a mal tourné ou elle aurait surpris le cambrioleur ou les cambrioleurs. Et assez rapidement, on se rend compte qu'il n'y a pas de trace de bagarre. La maison est en ordre, comme si l'objet de la visite, c'était la victime. Tout est en ordre, mais deux objets ont tout de même disparu. Il manque tout simplement les deux téléphones. Le téléphone de la maison, donc le fixe de la maison entre guillemets qui était portable, et puis son portable, c'est les deux choses qui manquent. On cherche le téléphone, on cherche les téléphones, mais on ne les retrouve pas. Alors, pourquoi l'auteur du crime a-t-il emporté avec lui les deux téléphones ? Est-ce que le ou les assassins ont pu penser qu'ils laissaient des traces? Est-ce qu'ils avaient justement du sang sur le combiné et que c'était plus simple finalement d'enlever ces deux téléphones que de les nettoyer sur place? Et ce n'est pas tout. L'arme du crime reste elle aussi introuvable. On ne retrouve pas l'arme du crime. Les gendarmes remarquent aussi rapidement qu'il manque un couteau dans la cuisine des Boisserands. Il en manque un. Effectivement, il en manque un. Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on l'a perdu avant? Est-ce qu'on l'a perdu après? Est-ce que c'est le couteau qui a tué Marine? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un couteau dérobé chez les Boisserands? Est-ce que c'est une arme apportée par le meurtrier? L'arme du crime, elle est repartie avec l'assassin. Dernier fait étrange. Marine Boisserands avait des chats et le jour du meurtre, l'un d'entre eux a disparu. Les enquêteurs ratissent le périmètre autour de la maison familiale à la recherche des objets manquants, les deux téléphones et l'arme du crime. Les gendarmes vont mettre une centaine de personnels sur le terrain. Tout de suite, le quartier a été bouclé. Et là, ça va continuer, même un peu plus. Très rapidement, il y aura même des contrôles sur la route. Mais ils ne trouvent rien. Les hommes de la section de recherche ont un seul indice, cette trace de pas. Suffira-t-elle à remonter jusqu'à l'assassin ? Reste le plus dur pour Éric Boisserand à ce moment-là, c'est de prévenir le reste de la famille. C'est-à-dire ses deux fils, Pierrick et Loïs, et puis la maman de Marine. On voit une femme qui arrive en voiture, qui ne sait pas ce qui se passe, qui a un air interrogatif sur le visage, qui sort de la voiture, et son mari lui dit notre fille est morte. Loïs est le petit dernier de la famille. Il rentre des cours quand il apprend la nouvelle. Ma mère me dit juste ça, Marine est morte, et elle pouvait plus parler, donc moi je voulais savoir si c'était surtout la question, qu'est-ce qui s'est passé. Là on me dit
a été assassinée et tout ça. Ma fille, c'est toujours ma fille, de toute façon. C'est... Quand on fonde une famille, c'est le plus beau cadeau qui puisse arriver dans la vie. Et on vous l'enlève. Qui a pu assassiner sauvagement cette jeune femme? Et surtout, pourquoi? Dès le soir même, à la demande des enquêteurs, télévision, journaux et radios relaient l'information. Qui sait, quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Les gendarmes ont contrôlé tous les véhicules et les passants du secteur à la recherche d'un éventuel rôdeur ou de toute autre piste qui pourrait expliquer la mort de la jeune fille. Selon ses amis, Marine, 20 ans, était belle, intelligente et discrète. Elle voulait devenir expert comptable. Dans la nuit, la mairie de Chazet-d'Azergues est réquisitionnée comme quartier général. Les gendarmes procèdent aux premières auditions. La mairie de Chazet avait mis visiblement à la disposition de la gendarmerie des pièces où on a été interrogé pour des premières auditions, pour qu'on nous demande exactement ce qu'on avait vu. Je suis interrogé à la mairie de Chazet jusqu'à, 2h, 3h du matin, je me souviens plus. On nous a demandé d'enlever nos chaussures, on les a photographiées, on nous les a rendues, on a fouillé nos voitures. Les questions que tout le monde se posait dans la tête, pourquoi, c'est qui, comment, quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Au terme d'une longue nuit d'interrogatoire, les enquêteurs n'obtiennent rien de concret. Ils vont alors s'intéresser à la vie de la jeune femme. Dès le lendemain du meurtre, le mercredi 12 octobre 2005, ils investissent le lycée où Marine était scolarisée. Et parmi les élèves de sa classe, il y a Coralie. Et cette jeune fille n'est pas prête d'oublier ce matin-là. On est venu nous chercher à l'extérieur. Les élèves apprennent déjà la nouvelle. Enfin, j'ai complètement halluciné. Enfin, je me suis dit que c'était pas possible qu'il puisse arriver ça, que ça se voyait que dans les films, que ça arrivait que aux autres. Enfin, là, je pouvais pas me dire que c'était une personne que je connaissais. Les élèves se mettent à pleurer, évidemment, beaucoup de tristesse. Et je crois également qu'il y a une cellule psychologique qui est mise en place, parce que c'est très difficile pour les élèves de découvrir qu'une de leurs camarades est morte assassinée. On était sous le choc. Et puis les gendarmes. Les gendarmes qui sont là pour auditionner parce qu'ils veulent écarter aucune piste et que la piste d'un proche est envisageable. On peut imaginer en tout cas que dans l'entourage très proche, non pas professionnel mais étudiant de Marine, peut-être se trouve la clé du mystère. Tous ses camarades de classe ont été auditionnés. Ils nous ont demandé ce qu'on avait fait cet après-midi-là, si on avait vu Marine, si on l'avait eu au téléphone, si on savait ce qu'elle allait faire, ce que nous on avait fait. Au fur et à mesure des auditions, les enquêteurs en apprennent davantage sur la vie de Marine et sur sa personnalité. La jeune fille voulait devenir expert comptable. C'était une élève studieuse et joviale, comme en témoignent ces images tournées par une amie quelques mois avant le drame. Quand elle avait quelque chose à dire, elle avait tendance à le dire, que ce soit positif ou négatif. Une jeune fille libre, très heureuse de vivre, plutôt très belle. Son entourage, on l'a décrit comme un ange. Qui avait des amis, qui avait des amours. Une jeune fille de 20 ans, comme beaucoup d'autres, apparemment sans histoire. Après avoir interrogé tous les élèves, les gendarmes ne s'arrêtent pas là. Ils vont aussi pomper en ADN, c'est-à-dire prendre l'ADN de tous ces jeunes. Les tests ADN, on a eu donc des empreintes, les empreintes qui ont été prises, et l'ADN en fait qui a été pris à l'intérieur de la bouche. On a passé une journée quand même très longue et très dure, quoi. Les enquêteurs s'emploient à retracer avec précision l'emploi du temps de Marine le jour du meurtre. Et ils découvrent que ce mardi 11 octobre 2005 n'était pas un jour tout à fait comme les autres. Les élèves racontent qu'un événement a changé le cours de cette journée. On apprend que notre emploi du temps de la journée va être modifié, notre professeure de l'après-midi est absente. Et donc ils ont quartier libre.
Et c'est précisément le jour où elle va être assassinée. Comme elle n'a plus cours, à midi, Marine quitte l'établissement et part déjeuner avec un ami dans un restaurant à côté du lycée. Il est 13h30 quand elle le raccompagne à la station-service où il travaille. Puis, la jeune fille passe au siège de la Compagnie Générale des Eaux. Il est près de 14h quand elle y dépose une demande de stage. Elle dépose sans avoir pris de rendez-vous ce curriculum vitae, puis ensuite elle rentre chez elle. Elle va regagner en début d'après-midi le domicile familial à Chazé-d'Azergues. Selon les enquêteurs, il serait alors 14h30. Elle rentre chez elle, elle prépare un travail pour l'école. Elle a profité de son temps libre pour organiser intelligemment son emploi du temps. Que s'est-il passé ensuite? Pour le savoir, les gendarmes vont examiner tous les appels émis et reçus par le portable de la victime, ainsi que les appels du téléphone fixe de la maison. Grâce à la science et au travail des gendarmes, on va, par la téléphonie, reconstituer son emploi du temps de l'après-midi. Elle passe des coups de fil, elle donne rendez-vous avec une copine. Quand elle a appelé Marine, elle a tout de suite répondu. Et voici ce que dit précisément Marine à sa copine. Il est 16h15. Je termine quelque chose et je pars dans 10 minutes. Et puis, au moment du départ pour ce rendez-vous, elle donne plus signe de vie. À 16h32, le numéro de Pierrick, son deuxième frère, est composé du téléphone fixe de la maison des Boisserands. Son numéro a été composé, mais n'a pas abouti. Toujours est-il qu'aucun autre appel ne sera passé sur ce téléphone fixe. En revanche, à 16h36, un tout dernier appel est cette fois passé du portable de Marine. Les gendarmes identifient le destinataire de l'appel. Il s'agit de José Munoz, le gérant d'un garage automobile, ACL. Cet homme, nous l'avons rencontré et il se souvient parfaitement de ce coup de téléphone qu'il a reçu. Fait étrange, ce n'était pas Marine qui était au bout du fil. Je reçois l'appel. ACL, bonjour. Et j'entends une voix d'un homme. La voix assez grave, comme si c'était un artisan qui parlait à son ouvrier. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici, où tu vas? Et des bruits de frottement comme si ça courait, comme si le téléphone était derrière, dans sa poche ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai entendu comme si la personne avait pris le téléphone pour écouter qui c'est qui était derrière la ligne. Et puis, j'ai dit allô, allô, et plus rien. Donc après, je dis bon, ça doit être une erreur, j'ai raccroché. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce numéro a-t-il été composé? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise manipulation? Est-ce qu'on lui a arraché des mains le téléphone? Marine est-elle déjà morte à ce moment-là? José Munoz apporte un élément qui peut le laisser penser. À aucun moment, j'ai entendu la voix de Marine Boisserand demander à l'aide ou demander quoi que ce soit. Si Marine avait dû appeler au secours, elle n'aurait pas appelé le garagiste. Alors, qui est cet étrange interlocuteur qu'a entendu José Munoz? Était-il seul? Avait-il des complices? Je suis à peu près convaincu que José Munoz a entendu la voix de la personne qui a tué Marine. Oui, aujourd'hui encore, j'ai encore dans ma tête la voix que j'avais entendue il y a déjà 6 ans en arrière. Quoi qu'il en soit, c'est le tout dernier appel passé du mobile de Marine. À partir de cet instant, la jeune fille ne répond plus. Les enquêteurs n'ont guère de doute. Le meurtrier est bien un homme et il a frappé dans une plage horaire bien précise. C'est extraordinaire et rare de connaître précisément l'heure du crime. On sait que c'est 16h36, 16h37, 16h38. On a à quelques minutes près l'heure du crime. C'est une arme redoutable pour les enquêteurs. En tout cas, ils ont un créneau horaire extrêmement serré et c'est très rare. Et les gendarmes vont recueillir un témoignage qui va non seulement corroborer l'heure de la mort, mais aussi les mettre sur une nouvelle piste. Ce témoignage, c'est celui de Madame Bory, qui vit dans cette maison située en face du chemin qui mène chez les Boisserands.
Alors Madame Bory, c'est notre voisine qui habite en face du chemin des Aubépines, juste en face. L'entrée de sa maison est juste en face de l'autre côté de la route. Le jour du meurtre, à 16h45, soit 10 minutes après le dernier appel, Madame Bory voit une voiture sortir à toute allure du chemin qui mène à la maison des Boisserands. Et j'ai freiné rapidement. Et je regarde par mon téléviseur, cette voiture venait de là. Et là, j'ai vu par le téléviseur le garçon sortir ce jour-là en voiture. De toute évidence, pour Madame Bory, le conducteur prenait la fuite. D'une façon précipitée, donc elle a failli le heurter. Et j'ai trouvé ça bizarre. Un véhicule à 16h45. Pour les enquêteurs, c'est probablement celui du meurtrier. Madame Bory va alors leur décrire cette voiture. Une voiture grise, une grosse voiture grise. Un break gris. Vu la plage horaire, on peut plus qu'imaginer que cette voiture est conduite par le suspect ou par l'assassin. Seulement, Madame Bory est incapable de donner aux gendarmes une description exacte du conducteur. Il était cheveux châtain clair et un visage long. Un visage long. Je dis que cet garçon, il a fait quelque chose. Ce témoignage est pris très au sérieux par les enquêteurs car à 16h30, le fils de Madame Bory confirme avoir aperçu la même voiture s'engager sur le chemin des Aubépines. Il a vu cette même voiture rentrer, s'engager sur le chemin des Boisserands. Il me dit, je l'ai vu entrer le chemin à 4h30. 4h30, soit 5 à 10 minutes avant que Marine ne soit assassinée. Quand on rentre dans le chemin, a priori, c'est pour aller chez les Boisserands. Pour la maison, il n'y a pas d'autre issue. Et puis, il n'y a pas d'autre maison après. Un jeune homme aux cheveux châtains dans une voiture grise. Les gendarmes vont se mettre sur cette piste. De nombreux propriétaires de ce type de véhicule sont interrogés. Seulement, ils ont tous un alibi à l'heure du crime. L'enquête sur le meurtre de Marine piétine. On sait que l'homme a agi très vite. On sait qu'il a emmené l'arme du crime avec lui. On sait qu'il a volé ou pris en tout cas les 2 téléphones, le filaire et le portable de Marine. La seule chose qu'il nous laisse, c'est une belle empreinte de pas. Et c'est tout. Une semaine après la mort de Marine, les gendarmes n'ont toujours aucun suspect. À Chazé d'Azergues, c'est la psychose. Les habitants de Chazé ont fait attention à surveiller les portes, les enfants. C'était morte des quêteuses et on avait des gens qui avaient peur. Le soir, il fermait à clé, là où il ne fermait pas avant. Ça faisait un peu meurtre gratuit et c'est ce qui, je pense, inquiétait les gens. Ils disaient, mais si ça lui est arrivé à elle, ça peut nous arriver. C'est pas quelque chose de courant dans un petit village de 4000 habitants. Vous savez, c'est dramatique, hein. C'est dans ce contexte qu'ont lieu les obsèques de Marine le 18 octobre 2005. Ce jour-là, en civil, des gendarmes se glissent dans la foule. Ils ont un vague signalement du suspect, un conducteur de voiture grise aux cheveux châtains. Le coupable est peut-être dans l'assemblée. Il y avait des enquêteurs qui étaient tout autour pour justement vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un qui ait un comportement suspect. Donc ils étaient là, ils étaient dans l'église, en dehors de l'église. Et moi, j'étais accompagnée par un policier. Les enquêteurs espèrent que Madame Bory va reconnaître le conducteur de la voiture grise. La petite église est pleine à craquer. Ils sont des centaines, amis, élèves ou anonymes, à venir soutenir la famille Boisserands. Beaucoup d'émotions, des haut-parleurs qui retransmettent la cérémonie en dehors de l'église. C'était à la fois tendu et très émouvant. Et ce geste de la maman de Marine qui, quand le cercueil quitte l'église, met sa main comme ça et envoie un baiser au cercueil. Les gendarmes ne remarquent aucun comportement suspect dans la foule rassemblée ce jour-là, ni aucun homme correspondant au profil recherché. Mais quelques semaines plus tard, plusieurs éléments déterminants vont relancer l'enquête. En effet, les résultats de l'autopsie
permettent aux enquêteurs d'en savoir un peu plus, en commençant par l'arme du crime. L'arme du crime, c'est le couteau. Un couteau qui, d'après les experts, mesure entre 10 et 15 cm. L'agression s'est passée extrêmement vite. 12 coups de couteau ont été portés en moins d'1 minute. De manière extrêmement violente, passionnelle. Probablement d'ailleurs porté par un droitier, parce qu'on trouve la majorité des coups qui ont été portés sur le côté gauche. Les constatations dans le rapport d'autopsie démontrent bien qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Les enquêteurs en apprennent aussi un peu plus sur le seul indice laissé par le meurtrier, l'empreinte de chaussures. On sait exactement quelle marque, quelle taille de chaussures de sport était ce jour-là sur les lieux. C'est une chaussure de sport de taille 43. Le portrait du tueur se dessine. Un droitier, mesurant entre 1,75 m et 1,80 m et possédant des chaussures de sport de taille 43. Alors qui est cet homme et connaissait-il Marine? Pour la famille Boisserand, cela ne fait aucun doute. Car il n'y a pas de trace d'effraction, et lorsque le meurtrier est reparti, il a refermé la porte d'entrée soigneusement. Or, cette porte a un système de fermeture bien particulier. Il fallait relever la poignée de la porte pour qu'elle soit complètement fermée. Cette porte, on a beau la claquer, la tirer, elle ne se ferme pas. Celui qui a fermé la porte savait comment elle fonctionnait. Le jour du meurtre, quand Éric Boisserand est rentré chez lui, la porte d'entrée était fermée correctement. Franchement, je vois pas comment Marine aurait pu ouvrir à quelqu'un qu'elle connaissait pas. Pour les enquêteurs, le meurtrier connaissait peut-être la maison des Boisserand. Une hypothèse corroborée par d'autres éléments. L'absence de traces de lutte, l'absence de désordre dans la maison, l'absence de traces d'effraction, le fait qu'il y avait eu à ce moment-là plusieurs véhicules qui ont été stationnés devant la maison. Compte tenu de des éléments de la scène de crime, ils ont déterminé un profil. Un proche de Marine, droitier, châtain, mesurant au moins 1,75 m et chaussant du 43. Et effectivement, quand on regarde ce profil, on tombe sur une seule personne. Un certain Ludovic Pierrefeu, âgé de 20 ans. Ludovic Pierrefeu est un élève de la classe de Marine. Il était dans la même classe que Marine. Oui. Et c'est également son dernier petit ami connu. D'ailleurs, le lendemain du meurtre, Ludovic Pierrefeu s'était confié aux gendarmes et il leur avait raconté son histoire d'amour avec Marine. Il est amoureux parce que Marine est une jeune fille séduisante, une jolie fille, et puis on est dans ce milieu de lycée. Je veux dire que les amours de lycéens sont toujours des amours absolus, complètes, qu'on veut définitives. C'est vrai que c'est un âge où on peut commencer à avoir des projets à plus ou moins long terme, et je pense qu'effectivement, il aurait pu se voir avec Marine tout au long de sa vie. Mais 3 mois avant le drame, la jeune fille avait mis fin à leur relation. Marine l'a quitté, lui il était toujours amoureux d'elle. Et à entendre ses amis, Ludovic vivait très mal cet échec amoureux. Le garçon était triste et déprimé. Alors, aurait-il nourri un désir de vengeance à l'encontre de Marine? Disons quelqu'un qui a une raison, un mobile. La jalousie, la non-acceptation de la rupture. Et ce n'est pas tout. Le jeune homme connaissait aussi très bien la maison des Boisserand. Il est venu effectivement à la maison régulièrement. Il connaissait les habitudes de la maison, oui, c'est sûr. Il savait donc comment fonctionnait le système de fermeture de la porte d'entrée. Et puis, lui non plus, comme Marine, n'avait pas cours ce 11 octobre 2005. Il a une après-midi de libre, il a quartier libre. Et à partir de cet instant, Ludovic Pierrefeu devient le suspect numéro 1. Le 23 mars 2006, soit 5 mois après le meurtre de Marine, le jeune homme est placé en garde à vue.
face aux enquêteurs, Ludovic Pierrefeu est confus, incapable de se souvenir avec certitude de son emploi du temps le jour du drame. Il explique qu'il a quitté le lycée, dans un premier temps qu'il a pris le car, et puis une deuxième déposition où il précisera que c'est une amie à lui qui l'a ramené. Ludovic Pierrefeu raconte ensuite qu'il aurait déjeuné chez lui avant de quitter son domicile en 2 roues en tout début d'après-midi pour aller faire de la musculation. Il va dans cette salle de sport. Lorsque les gendarmes l'interrogent sur son heure d'arrivée, Ludovic est évasif. Selon lui, il devait être 14h, ou plutôt 14h30. Le jeune homme explique être resté 1h30 ou 2 heures à faire du sport. Et Ludovic finit par rentrer chez lui. Il serait alors 16h30, soit l'heure du crime. Ce qui est surprenant, c'est les multiples versions qu'il a données de son emploi du temps. Le 11 octobre. Quelques inexactitudes, quelques contradictions. Il change à plusieurs reprises de version. Plus qu'un suspect, je veux dire, à ce moment-là, on dit c'est un coupable possible. C'est au degré au-dessus. Pourtant, sous la pression des enquêteurs, Ludovic Pierrefeu continue à clamer son innocence. Il n'a jamais avoué quoi que ce soit. Malgré tous ces éléments, les gendarmes n'ont pas réussi à faire craquer Ludovic Pierrefeu. Il ressort libre de sa garde à vue. À la 33e heure de sa garde à vue, il ressort libre. Pas d'aveu, pas de preuves matérielles. Ludovic Pierrefeu est mis hors de cause et avec lui la piste de l'ex-petite amie s'écroule. Cependant, les gendarmes ne vont pas tarder à échafauder une autre hypothèse. Depuis le début de l'affaire, les enquêteurs travaillent en parallèle sur la piste du meurtre par un rôdeur. Car à côté de la maison des Boisserands se trouve un centre de réinsertion, l'Abri. Et parmi les résidents, il y a d'anciens détenus. La présence de l'Abri à 100 mètres du domicile des Boisserands ouvre une piste importante, intéressante en tout cas pour les gendarmes. Les locataires ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont tous plus ou moins connus des services de police. Des gens en difficulté sociale, en rupture de banc. C'est le premier danger qui peut y avoir autour de chez nous, c'est là-bas. Certains pensionnaires ont d'ailleurs été auditionnés le jour du meurtre. Et parmi eux, un homme retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Il se prénomme Emmanuel. Il a 32 ans et il est arrivé à l'Abri 4 jours avant le meurtre de Marine. Lors de la perquisition du centre de réinsertion, les enquêteurs découvrent dans sa chambre un élément troublant. Il avait des baskets qui correspondent à cette fameuse trace de pas qui a été retrouvée après du corps de Marine. À l'Abri, il trouve simplement ses baskets Air Max, Nike. La seule chose qu'il trouve et qu'il saisisse. Il a un passé judiciaire, ce garçon. Comment dire, vulgairement, il connaît un peu la musique. Et notamment, le jeune homme a déjà été impliqué dans des histoires d'agression au couteau. Emmanuel peut avoir l'uniforme du suspect. Alors je crois que les enquêteurs et le juge d'instruction sont soulagés. Enfin, en tout cas, se disent, tiens, on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. Donc on a un individu qui est arrivé 4 jours avant, qui est connu des services de police pour agression au couteau, dans la chambre duquel on retrouve une paire de chaussures de sport. C'est vous, monsieur, ça ? Qui peut correspondre à celle laissée par l'empreinte. Ça commence à sentir bon. Des soupçons qui pèsent lourd, car après la perquisition, Emmanuel a subitement disparu. Il peut laisser penser aux gendarmes qu'il y a peut-être quelque chose à cacher. Les gendarmes se lancent alors dans une longue chasse à l'homme pour retrouver le suspect. Et 1 an plus tard, ils finissent par le localiser dans la région de Lyon, où Emmanuel a trouvé refuge dans un autre foyer. Et là, les gendarmes vont faire des découvertes très intéressantes. On retrouve chez lui effectivement un certain nombre d'objets qui peuvent être considérés comme suspects. On va trouver dans ces perquisitions 3 choses qui sont importantes. Vous, ça, monsieur ? J'ai ici à moi. C'est quoi ça ? Ils vont découvrir un pantalon taché de sang. C'est votre sang ? Oui, trouvez où, monsieur, ce pull ? Un vêtement féminin. Mais dans les environs, enfin, quand... Une mallette
qui vient de la société Sanofi. Il faut savoir que le père de Marine, Éric Boisserand, est visiteur médical et il travaille beaucoup avec Sanofi. Pour la première fois, finalement, dans cette affaire, on a des indices matériels. Le 5 octobre 2006, Emmanuel, le SDF, est placé en garde à vue. Et très vite, il clame son innocence. La première phrase de toutes ces auditions, la première phrase, c'est « Je n'ai pas tué cette fille ». Mais au fil de l'audition, les enquêteurs vont découvrir que leur suspect voue une vraie passion pour les chats, exactement comme la victime, Marine. Il y a un élément qui ne va pas l'arranger, c'est qu'il a une véritable passion pour les chats et surtout pour les gens qui ont des chats. Évidemment, les choses peuvent s'emboîter de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on peut se demander si Emmanuel n'est pas croisé sur son chemin Marine, qui était avec ses petits chats. Ils auraient comme ça entamé la conversation. Et... Les indices à charge s'accumulent contre le SDF. Sa passion pour les chats, une mallette mystérieuse retrouvée chez lui, un pull de femme, un pantalon taché de sang et les fameuses baskets qui pourraient correspondre à l'empreinte laissée sur la scène de crime. Je me fais du souci, bien évidemment. Je me fais du souci parce que le dossier, en l'état, est extrêmement lourd. Les gendarmes pensent enfin tenir le meurtrier de Marine. À l'issue de sa garde à vue, le SDF est mis en examen pour homicide et placé en détention. Les médias se font aussitôt l'écho de l'avancement de l'enquête. Alors, un SDF vient d'être écroué pour le meurtre de Marine. C'est un meurtre qui avait été commis il y a exactement 1 an. C'est exact, Jean-Paul. Cet homme sans domicile fixe de 32 ans a donc été mis en examen pour homicide volontaire et écroué samedi à la prison de Villefranche-sur-Saône. Un jean taché, des vêtements féminins retrouvés dans les affaires du SDF sont en cours d'analyse. Les résultats attendus d'ici une vingtaine de jours apporteront peut-être des éléments tangibles au juge d'instruction. Pour les proches de Marine, c'est le soulagement. Comme tout le monde, on se dit ça y est, on voit peut-être la fin du tunnel, et en même temps, on a toujours la même peine, toujours se dire de toute façon, ça la fera pas revenir. L'affaire semble donc bouclée. Et pourtant, l'hypothèse du rôdeur ne va pas faire long feu. Le 9 octobre 2006, soit 3 jours après l'arrestation du SDF, Éric Boisserand est convoqué au palais de justice de Villefranche-sur-Saône. Je vais lundi à 2h chez le juge d'instruction. Et là, on me présente des effets de jeunes dames, de femmes qui auraient pu appartenir à Marine. Je reconnais rien. Pour les enquêteurs, cette déconvenue n'est que la première d'une longue liste. Car les résultats des expertises vont anéantir tous les soupçons qui pesaient sur le SDF. Il y avait des éléments matériels, ils ont été vérifiés, et il n'y en a aucun qui tenait. Le sang sur son pantalon, c'était le sien. Ce pantalon a été taché parce qu'il a été, semble-t-il, dans des bagarres et qu'il a été en garde à vue où il se serait frappé la tête contre les murs et qu'il aurait saigné. Que la paire de chaussures de sport qu'on avait retrouvée lors de la première perquisition dans sa chambre, dans la chambre de son foyer, bien évidemment, elle a été analysée et ça non plus, ça colle pas. Il y avait un degré d'usure de la semelle qui était différent entre la chaussure mise en examen et celle retrouvée sur les lieux du crime. Reste la mallette à l'effigie du laboratoire pour lequel Éric Boisserand travaille. Le SDF aurait-il pu la dérober le jour du meurtre ? La mallette Sanofi avait été fabriquée après le meurtre de Marine. Ce qui pouvait être à charge finissait par exonérer ce mis en examen. Donc patatrac, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de suspect, il n'y a plus de coupable, il n'y a plus rien. Et après avoir passé 3 mois derrière les barreaux, le suspect est finalement relâché. Là où vous pensiez peut-être toucher du doigt enfin la clé de l'énigme, il faut recommencer. Ah voilà, on va encore tout recommencer à zéro, ça va encore prendre plus de temps que possible. L'enquête sur le meurtre de Marine Boisserand est dans l'impasse. Il faudra attendre 2 ans pour qu'elle rebondisse à la faveur d'un nouveau fait divers. Fin de cavale pour Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego. Les voilà en garde à vue. Le 3 août 2008, Stéphane Moitoiret et sa compagne Noëlla Ego sont arrêtés pour le meurtre du petit Valentin
tué de 44 coups de couteau dans une rue à Lagneux. C'est un village situé à seulement quelques kilomètres de Chazé d'Azergues, là où Marine Boisserand a été tuée. L'affaire fait la une de la presse. On surnomme le couple les routards du crime. Et très vite, le mode opératoire laisse penser aux enquêteurs que le couple pourrait être impliqué dans le meurtre de Marine Boisserand. Stéphane Moite-Waret, le meurtrier présumé du petit Valentin, soupçonné du meurtre de Marine Boisserand. Les enquêteurs tentent d'établir un lien entre le parcours du présumé meurtrier et les affaires similaires non élucidées. Stéphane Moite-Waret pourrait ainsi être impliqué dans 5 affaires, dont celle donc de Marine Boisserand. La piste Moite-Waret est évoquée, c'était au mois d'août 2008. Je me souviens très bien d'une déclaration du procureur de la République de Bourg, qui dit il était dans la région, il était en Beaujolais au moment des faits, et on ne peut pas exclure que la responsabilité du crime de Marine, ce soit lui. On m'informe tout de suite de ce qui se passe, et je réponds, c'est une piste supplémentaire qui se profile. En cet été 2008, la cellule d'enquête découvre que le couple rôde dans la région de Chazé d'Azergues, et ce depuis 2005. Et ils auraient fait une halte dans le village de Bessenay. Voici le père Fred Gilles. Il tient la paroisse de ce village qui se trouve à seulement 20 km de Chazé d'Azergues. Et le prêtre se souvient avoir hébergé le couple. Et un détail va attirer son attention, ils étaient accompagnés d'un petit chat. Un chat noir. Et là, ça m'a frappé. Et je leur ai dit, mais vous avez un chat? Oh oui, il est toujours avec nous. Fait du hasard, le prêtre connaît Éric Boisserand car c'est lui qui a baptisé Marine et ses frères. L'homme prend immédiatement contact avec lui et évoque la présence de ce chat, un détail qui va aussitôt éveiller les soupçons du père de la victime. Le jour où elle a été assassinée, le chat a disparu. Et voilà le scénario qu'Éric Boisserand et le père Gilles imaginent. Sans doute que Marine aurait vu lui ou elle piquer le chat noir. Donc, elle se serait précipitée pour ouvrir la porte et lui, dans sa folie, aurait pris un couteau de cuisine et l'aurait assassiné. Interrogés sur le meurtre de Marine Boisserand, Stéphane Moite-Waret et Noëlla Ego restent emmurés dans leur silence et les gendarmes n'obtiennent aucun aveu de leur part. On avance un pion, il y en a un qui tombe, on avance un pion, il y en a un qui tombe, et voilà, c'est un peu comme ça. Pour la famille, c'est une nouvelle désillusion. Face à tous ces constats d'échec, Éric Boisserand ne peut se résoudre à ne pas savoir qui a tué sa fille. Alors il décide de réagir et de reprendre l'enquête à zéro. Il a constitué une équipe avec un avocat réputé, avec une criminologue. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il a voulu, lui, essayer d'apporter une solution qu'il ne voyait pas arriver. Je suis devenu enquêteur et j'ai jamais lâché. J'ai un genou à terre, pas deux. En épluchant le volumineux dossier d'instruction, Éric Boisserand et son équipe exhument un procès-verbal d'audition. Celui de 2 collégiens qui avaient livré un témoignage capital. Ils sortent du collège et ils se raccompagnent mutuellement par derrière le village pour rentrer chez eux. Et ils voient une personne qui court comme un dératé. Le jour des faits, à l'heure des faits, tout près de la maison de Marine. Détail encore plus troublant, les 2 gamins décrivent la tenue vestimentaire de l'homme qu'ils ont croisé, du jeune homme qu'ils ont croisé. Il porte un survêtement blanc, mais ils se souviennent surtout de ses chaussures. Le modèle qui pile poil correspond avec celui laissé sur la scène de crime. Mais ce qui a le plus troublé les collégiens, c'est l'attitude pour le moins étrange de cet individu.
quand ils se sont croisés alors qu'ils leur ont dit bonjour, lui a tourné la tête, a mis sa main comme ça, comme s'il voulait se dissimuler le visage. Celui-ci fait tout pour esquiver, pour se masquer le visage, pour ne pas être reconnu. Tout ça me paraît très étrange. Qui a des Nike, qui a un jogging blanc. C'est un jeune homme qui a le teint mat, qui a les cheveux courts. Voilà ce qui est indiqué. Brun, le teint mat, en jogging blanc, avec des chaussures de sport à l'heure du crime et tout près de la maison des Boisserand. Le témoignage des collégiens est troublant. On leur montre des photos de classe de Marine et ils reconnaissent une personne sur cette photo qui apparemment aurait été Ludovic Pierrefeu. Ludovic Pierrefeu, souvenez-vous, c'est l'ex-petit ami de la victime, un temps soupçonné puis relâché faute de preuves. En octobre 2011, fort du témoignage de ces deux collégiens, Éric Boisserand et son avocat décident de saisir le juge d'instruction. Je lui amène sur le plateau ce témoignage en disant « Attendez, sur les 4000 dépositions que vous avez, enfin les 4000 auditions, ce qui est énorme, vous avez ce témoignage. Donc il faut travailler là-dessus. » Les hommes de la section de recherche de Lyon lancent immédiatement un mandat d'amener à l'encontre de Ludovic Pierrefeu. Mais il reste un problème, le jeune homme vit maintenant à l'étranger. Quand les gendarmes ont cherché à réentendre Ludovic Pierrefeu... Il a quitté la France depuis un certain temps. Ludovic Pierrefeu est un passionné de plongée sous-marine et donc il allait un petit peu partout dans le monde. Depuis 2009, le jeune homme vit en Malaisie où il n'y a pas d'accord d'extradition. Les enquêteurs vont alors attendre que Ludovic Pierrefeu remette le pied sur l'Hexagone. Un retour qui est annoncé sur les réseaux sociaux pour la période des fêtes de Noël 2011. Cet hiver 2011, il avait prévu de revenir en France. Il avait noté sur Facebook qu'il revenait. S'il y a une publicité extraordinairement importante, c'est bien Facebook. Hein. Ludovic ne sait pas qu'il est recherché. En revanche, les enquêteurs savent que son vol doit atterrir à Roissy le 17 décembre 2011. Ils ont attendu qu'il descende de l'avion. Et là, il a été interpellé par les gendarmes, replacé en garde à vue. Assez rapidement, il a été mis en examen et écroué, sans qu'il n'ait pour autant avoué quoi que ce soit. Comme au premier jour, Ludovic Pierrefeu clame son innocence. Et après avoir passé 15 jours derrière les barreaux, son avocat obtient sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Ça lui est tombé dessus comme un coup de massue, d'autant qu'il a toujours le temps à passer, ces années à passer. Depuis des années, on ne lui demande rien, parce qu'on n'a rien à lui demander, vraisemblablement, et que, véritablement, il est innocent. On n'a pas le pourquoi du comment, on n'a rien, tout simplement, on n'a rien, on a un vide. C'est facile de laisser pourrir une situation. Or, le problème, c'est qu'ils sont tombés sur un os, je ne lâcherai pas, et ça, je peux vous dire que je ne lâcherai jamais. Alors, qui a tué Marine Boisserand ce 11 octobre 2005 ? L'énigme n'est à ce jour toujours pas résolue et Éric Boisserand se pose toujours inlassablement les mêmes questions. Qui est cet homme que José Munoz, le garagiste, a entendu à l'autre bout du fil ? Qui est ce garçon aux cheveux châtains qui a coupé la route à Madame Bory ? Enfin, et surtout, qui est l'individu au jogging blanc qui s'est caché le visage le jour du meurtre ? 7 ans après la mort de la jeune fille, le mystère reste entier.